les autres. Tout conflit en Afrique est une opportunité en or pour les autres. Alors, est-ce que vous voyez que la responsabilité soudainement se transforme? Si vous ne bougez pas, les arabocentrés viendront, les eurocentrés viendront, les sinocentrés viendront, et croyez-moi, eux, ils ne demandent pas la permission. S'il y a une faille, une population afrocentrée, trop fragile, désespérée, comme une bête acculée, eh bien le désespoir pousse à l'irrationalité. Dans nos modèles de gérance, dans nos modèles intellectuels, nous devons garantir et prévenir ces tentations. Nous devons forger des espaces, certes rationnels, qui expliquent à l'autre que nous pouvons parler, qu'il y a entre toi et moi des liens plus profonds que ce qui nous sépare. Pourquoi ? Parce que le danger exogène est plus menaçant. Le danger arabocentré, le danger eurocentré est plus dévastateur. C'est rationnel. C'est la vérité. C'est ce que l'histoire prouve. Tout conflit endogène est une opportunité en or pour toute force exogène qui voudrait nous exploiter. Cette semaine, nous avons beaucoup parlé de cibles qui doivent être établies et que ces cibles doivent apparaître dans le discours public des leaders d'opinion et des mouvements d'éveil. Pourquoi ? Parce que beaucoup de choses sont dites, mais l'idée globale, c'est quoi ? La cible globale, pour ceux qui sont dans ce combat afrocentré, c'est quoi ? C'est ça qui manque, vous voyez, une espèce de doctrine sur laquelle s'assient effectivement toutes les interprétations, qu'elles viennent des fétiches de guerre, des Kamites, des panafricains ou de qui que ce soit. La communauté afrocentrée, aujourd'hui, en 2025, n'a pas comme ça établi une figure de proue, une pierre angulaire sur laquelle s'assit toute cette renaissance. Et c'est un problème. Et cet état alarmant signale une communauté faible. Vous pouvez être fier et solide dans vos positions. Entêtez-vous même si vous voulez, mais c'est ça l'état de l'Afrique depuis très longtemps. Des entêtements le long de l'appareil politique, de la séparation tribale, de la contention religieuse dans la liturgie, de la haine de l'un et de l'autre à cause de son succès, de son progrès. Les problèmes de la communauté sont tellement sophistiqués que les séquelles se cachent dans notre quotidien, dans l'acte de se lever le matin. Nous sommes tous comme ça, empoisonnés d'une manière ou d'une autre par ces choses du passé qui ont fabriqué, qui ont instrumentalisé cette destruction de la terre, des peuples d'ébène. Tout conflit en Afrique est une opportunité en or, et ces opportunités, les gens les veulent. Donc, ils veulent la guerre pour l'Afrique. Ils préféreraient une Afrique qui ne se contrôle pas pour mieux la contrôler. De l'extérieur, en manipulant la tentation des démunis, des fragiles, des ignorants, des obscurantistes, des dictateurs. Toutes ces choses-là sont liées à l'absence d'une communauté forte qui a des cibles établies, respectées et comprises par toute la communauté.
Donc, c'est-à-dire que dans la conscience d'un Chinois ou dans la conscience sinocentrée, même s'il y a des séparations entre eux, ça serait inacceptable de voir que les Européens dominent encore la Chine, le Japon, qu'ils leur disent encore quoi faire. La communauté africaine n'a pas, certes, elle a la volonté d'être comme ça, mais elle n'a pas la capacité de la concrétiser publiquement. Faute d'une communauté forte, c'est ça le point. Alors la question, c'est pourquoi cette communauté est faible, mais l'entêtement. L'entêtement au devant des espaces de dialogue. L'entêtement au devant de ce qui peut être résolu rationnellement. En anglais, nous avons un terme, crab in a barrel. Des crabes dans un seau. Parce qu'ils se tirent vers le bas tous, parce qu'ils tentent de monter. Ils ne sont pas comme les fourmis. Ils ne s'organisent pas pour sortir de ce seau. Ils en ont la capacité, mais leur mentalité, c'est de chacun se soulever. Et cette condition est néfaste à la tentative du groupe afrocentré de forger une communauté forte. C'est un fait. J'ai mes positions contre la religion, j'ai mes positions contre certaines idéologies, mais sont-elles primordiales à la nécessité de l'entité communautaire? Non. Jamais de la vie. Je suis un corps et le destin des miens est très important. Si cette valeur, si cette empathie ne peut pas exister d'une façon large, d'une latitude beaucoup plus importante que la haine tribale, que la haine politique, que la haine religieuse, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? C'est quoi cette histoire? Expliquez-moi. Je ne comprends pas. Ce qui est nôtre, pour les nôtres, nous n'avons pas l'intention de laisser certains derrière. La complexité de la question de la religion parle des enfants du peuple d'Ébène. Ils sont tués, ces musulmans-là, ces noirs-arabes-là, sont aussi tués par les mêmes variables que vous accusez. Quand l'adversaire regarde le territoire que aujourd'hui nous appelons l'Afrique, il ne fait aucune distinction. Aucune. Peut-être que les noirs-arabes ne comprennent pas cela. Peut-être que les noirs-arabes ne sont pas suffisamment intelligents pour comprendre cela. D'accord. Peut-être que certains intellectuels dans la communauté africaine ne sont pas suffisamment perspicaces pour voir l'alliance ignoble et inévitable de la politique arabe et de la religion musulmane. Peut-être que les gens ne peuvent pas percevoir cela. Mais il reste des Nkoi. Mais il reste des Africains. Mais il reste les nôtres. Dans leurs veines coule l'indébilité de leur identité génétique. Ils sont les nôtres. Je ne dis pas cela pour plaider émotionnellement. Je dis que c'est vrai dans le sens de toute idéologie afrocentrée. Toute idéologie afrocentrée reconnaîtra les noirs-arabes comme des enfants de la terre d'ébène, de la terre des Homo sapiens.
Si eux, ils ne peuvent pas comprendre cela, ça n'empêche pas le laser de saisir cette vérité. Car c'est un fait. Si vous ne pouvez pas saisir la grandeur de cette valeur, croyez-moi, le laser est là pour vous rappeler qu'elle est démonstrativement vraie. Que les non-arabes, que les défendants de l'islam, qui sont de socioculture et d'ancestralité africaine, sont des enfants de la terre d'ébène. Que leurs ancêtres ont été fouettés, V, Dja, mais qu'aujourd'hui, pour des raisons que vous, et peut-être moi aussi, nous pouvons comprendre, nous pouvons saisir, ont décidé d'embrasser l'islam et la chrétienté. C'est le choix qu'ils ont fait. Alors, pourquoi c'est un choix possible? Et moi, je dis cela dans le contexte de cet échange avec vous, mes frères afrocentrés. Peut-être que eux ne se rendent pas compte de la nature dangereuse de l'islam, et peut-être que eux ne se rendent pas compte du lien politique et religieux. Mais vous et moi, nous pouvons percevoir les ouvertures et la possibilité de ce lien. Et c'est parce que nous avons combattu pour la liberté d'expression qu'ils sont libres aujourd'hui. Ce que je dis des Noirs-Arabes africains n'est pas vrai dans le sens d'une plaidoirie émotionnelle. Elle est vraie dans le sens de l'idéologie afrocentrée pour les nôtres, au nom des nôtres. Je voudrais que ça soit clair. C'est rationnel que les Noirs-Arabes ont dans leur sang l'empreinte indélébile de l'afrocentrisme. Ne l'oublions pas. Parce que Cato dit des choses que les gens ne veulent pas entendre. Et cette raison-là est aussi primordiale dans la position afrocentrée de tout protéger d'origine afrocentrée. Ça tient rationnellement. Et donc, pour cette raison, je soulève la question. Ne serait-il pas, dans le cadre de l'afrocentrisme rationnel, réservé Homo sapiens, de rechercher des espaces où nous pouvons échanger et peut-être permettre à cette génération nouvelle, certes elle est nouvelle, qui ne comprend pas son choix, mais qui doit comprendre que les êtres humains ont le droit de faire des choix. C'est dur pour vous de comprendre, mais c'est en dessous de la liberté que nous avons combattu pour chaque Homo sapiens de s'exprimer, qu'ils ont le droit de choisir leur religion. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas votre décision, c'est ce que nous avons choisi en tant que société civilisée. La démocratie, la liberté d'expression, le libre arbitre. Alors les gens vont dire, mais tu entres sur un terrain dangereux. Pour les traditionalistes afrocentrés, tu viens d'accepter l'autorité arabo-centrée. Tu viens d'accepter l'ennemi qui tue l'Afrique. Tu peux ne pas t'en rendre compte avec tes discours utopiques, mais c'est un fait, l'islam est une gangrène, elle viendra vous tuer. Alors moi je dis ceci. Moi, ma réponse, je vais être très clair. Laissez-les
faire le combat et supportez-les. Laissez les Noirs-Arabes, laissez les Noirs musulmans, laissez les Africains musulmans exprimer publiquement cette séparation. Si cette communauté qui se déclare différente de ces arabo-centrés veut une réforme, supportez cela. Au minimum, ça nous désengage, tous, de l'immobilité, de la stagnation. Ça nous désengage d'un zéro-sum game, d'un résultat zéro. C'est-à-dire que vous êtes convaincus que c'est le cas, ils sont convaincus qu'il peut y avoir de la réforme, pas tous, mais ceux qui disent cela, pourquoi ne pas les encourager? Parce que cette réforme, quand expliquée, est à l'avantage d'un espace neutre sur le continent africain. J'espère que vous suivez mon raisonnement. C'est la raison sur la raison. Je ne peux pas m'imposer par autorité. Mais je peux plaider que vous vous sépariez de l'émotion de l'association par toute autre chose, si ce n'est que par les faits et l'empirisme. Et regardez la question avec la tête sur les épaules. C'est vrai ce que je dis sur l'ancestralité des Noirs-Arabes. De ce fait, ça évoque la nécessité d'un espace de dialogue avec les vôtres. C'est ce qu'on fait avec les siens. Mais pas dans tous les espaces, il faut être prudent, je suis d'accord. Les Noirs-Arabes, les musulmans africains, nous allons les appeler les Afro-islamiques. Les Afro-musulmans, les Afro-islamiques. Et c'est un très bon nom, moi j'aime ça. Quand je dis que vous êtes afro-islamique, c'est-à-dire que en vous, même si je ne suis pas d'accord avec vous, en vous, vous regardez le Coran comme le message de Djibril à Mohammed, le prophète, que Dieu bénisse son nom, pour vous libérer de la mort afin que vous viviez au paradis. Je crois que vous croyez ça. Et je crois que vous croyez que cette poursuite n'a pas besoin d'avoir un fardeau politique, n'a pas besoin d'avoir un fardeau exogène quand exprimé par un individu. C'est ça un afro-islamique. Et donc, il se veut, par son identité, africain, musulman, défendant, si c'est ça son dialogue, je pense que c'était le dialogue de madame, défendant les intérêts de l'Afrique unie au nom d'une Afrique forte, dont la communauté capable et efficace nous rassemble tous en dépit de notre diversité religieuse, politique, tribale, raciale et autres, en dessous de ce parapluie afrocentré. Tout, que ce soit la religion, que ce soit la politique, que ce soit la socioculture, en dessous de cet adjectif afro, afro-musulman, afro-science, afro, je ne sais pas quoi, mais vous comprenez. Pourquoi c'est important pour nous de regarder aussi vers cette direction et non pas seulement l'extrémisme, le refus de parler, le refus d'entendre ce que nous pouvons sortir de bien pour faire avancer l'Afrique dans cet échange qui n'est pas ce que nous voulons, mais ce que nous pouvons entre les afrocentrés et le corps religieux sur le continent africain, entre des descendants de ce peuple d'ébène. Ils sont tous les deux des peuples d'ébène en 2025. Et c'est de ça que nous parlons.
Ce n'est pas difficile à comprendre. C'est faute de ne pas vouloir comprendre si ces termes ne sont pas absorbés facilement. Donc, j'essaie de vous faire comprendre que nous les Africains, vous ceux qui m'écoutez, devrez vous ouvrir à une clarté dans l'imagination pour avancer. Pour avancer. Surtout avec nos frères, les Noiarabes. Les Noiarabes, là, oui, ceux-là. Les ignobles Noiarabes. Les ignobles Noiarabes. Parce que le cas du Soudan vous montre que nos ennemis veulent ces Noiarabes de leur côté. Et ils menacent l'unité du continent. Donc quand vous approchez les autres, vous avez deux volets. Certes, vous avez la menace, l'extinction, la destruction de votre adversaire, mais vous avez aussi la partie magnanime. Toute victoire n'est pas que violente. Vous pouvez entrer dans l'empathie de votre adversaire sur certains points qui vous donnent à vous tout ce que vous voulez et eux ce qu'ils recherchent. Dans le cas de la religion, est-ce qu'il y a des telles propositions? Mais bien sûr, le sécularisme, la laïcité, elle fonctionne en Europe aujourd'hui, où la majorité d'ailleurs des mouvements d'éveil et des leaders d'opinion agissent. Il y a une population substantielle musulmane, population substantielle chrétienne et autres. Au moins nous avons l'espoir que des telles propositions dans une société diverse peuvent être émises. Et c'est ce qui se passe avec la communauté africaine aujourd'hui. La majorité des débats sont certes justifiés, mais la question n'est pas dans le désir personnel, dans ce que nous pouvons avoir à tout prix. Ce tout prix est un coût que très peu, surtout aujourd'hui en 2025, peuvent payer, afforder. Nous sommes donc dans un espace d'irrationalité, le marteau face à cette épée qui ne se brise pas ou ça cette enclume. Et ça fait stagner l'Afrique. Et cette stagnation serait certes capable d'être de longue durée si les autres n'en profitaient pas. Les autres en profitent. C'est un fait. L'or, que l'on vole au Mali ou que l'on volerait, les matières premières que l'on volerait en Afrique, sont envoyées en Chine. Les Chinois purifient, renvoient ça dans les caisses de l'Arabie Saoudite et des Européens et de tous ces autres-là qui, avec des boîtes illégales, des voyous, contribuent au pillage de l'Afrique. Tout conflit est une opportunité en or pour tous nos adversaires, eurocentrés, arabocentrés, sinocentrés et autres. Donc ça devient une espèce de nécessité de forger au moins des barrières, des garde-fous contre ces adversaires motivés. Stagner n'est pas la solution. Nous camper sur nos positions ne nous conduit nulle part, au contraire. Ça explique les chiffres. Ça explique les chiffres. Les chiffres sont là. Ça explique les complaintes. Et la longue durée de cet état empoisonne la population et sa conscience. Elle gangrène l'intelligence brute de l'Africain. Elle introduit des modèles très dangereux qui vont faire en sorte que cette sequelle d'ignorance, cette douleur qui endommage la capacité des Africains à globalement et collectivement réfléchir et survivre, eh bien, ça ne fait que s'approfondir. Et vous aurez la qualité d'une population médiocre qui seront prêts à élire des albinos, des cafards, des tueurs pour les guider parce que leur conscience intellectuelle collective est la somme de 2 neurones d'un babouin derrière une cage. Parce que vous continuez à nager dans des eaux de très mauvaise qualité. Parce que vous perpétuez par votre égocentrisme, votre refus de regarder à travers le dialogue des solutions qui peuvent se mouvoir, qui peuvent permettre à l'Afrique de se mouvoir, afin de se déplacer vers l'avant. Parce que ce jeu de catch entre l'afrocentrisme et la question de la religion est très profonde. Elle est réelle. C'est un handicap. Quand vous regardez encore les chiffres,
la corrélation que nous faisons ici entre l'intolérance, l'état stagnante et la prolification de la religion, ça s'explique. La nature religieuse prédatrice du désespoir est favorisée par des peuples à la frontière de la mort, de la pauvreté, de l'ignominie. Ces chiffres s'expliquent. Comment alors continuer à vouloir des résultats différents alors qu'on se campe sur ces positions? Alors, moi quand j'étais mis cette position, je n'ai pas cessé dans mes pensées, parce que je débat avec ma propre tête, de penser qu'ils vont vous dire que jamais auparavant, dans la communauté africaine, une telle opposition à la religion n'a existé. C'est ce que diront par exemple les Kamites ou les fétistes de guerre. Jamais auparavant, dans la communauté africaine, une telle opposition n'est apparue. Et ils ont raison. Parce que quand vous hiérarchisez l'espace de l'impact de ce prosélytisme antireligieux, il n'est pas encore aussi potent dans l'espace concret sur le territoire africain. Il n'est pas là à la façon d'être là sur Tic-Tac. Les Kamites, les fétiches de guerre ne sont pas dans la conscience collective des Africains dans les zones rurales, là-bas en Afrique, dans les pays, sur le territoire. Donc, ils ont raison de dire cela. Mais là où c'est dangereux, c'est la résultante d'un tel mouvement quand il est extrême. Rien à voir avec être juste, Rien à voir avec avoir raison. Ce n'est pas ça. Beaucoup critiquent Mandela quand il sort de prison et qu'il a une forme rédemptrice de pardon envers les Blancs. Et l'explication que l'histoire donne, c'est qu'il a voulu éviter le bain de sang des Noirs envers les Blancs qui étaient sur le territoire zoulou sud-africain. C'est une position de mesure politique. Elle n'est pas faite parce que Mandela, qui a passé des années en prison à cause de ces gens-là, les aime. Ce n'est pas ça. À un tel point que sa position lui a coûté son divorce avec Winnie Mandela. Je vous donne ces exemples pour vous dire que ce ne sera pas la première fois que nous devons établir un espace spécial pour nos frères noirs arabes afin de considérer si oui ou non nous pouvons faire des concessions. Pour eux, cet espace doit exister. Ça évite de les faire sentir acculés et de tomber à la tentation d'aller appeler les ennemis. Parce qu'il y a des vrais afro-musulmans là-bas, des vrais afro-islamiques là-bas, qui veulent une réforme dans l'islam, qui veulent une séparation avec l'arabo-centrisme. Il y a des musulmans qui veulent une forme afro-islamique qui se sépare de l'idéologie eurocentrée, arabo-centrée, qui refuse l'autorité stéréotype, arrogante, raciste des Arabes, leur hiérarchie tribale, leur hiérarchie raciale, leur culture et leur socioculture. Il y a des musulmans aux États-Unis, d'ailleurs, le groupe d'Elijah Muhammad, il y a des musulmans dans notre société, il y a Madame qui est montée, qui oppose ces choses-là. Alors dans ce débat, qui est certes contentieux, mais qui ne s'arrête pas à la contention, il devient de plus en plus troublant. Considérez que ces gens-là sont des solutions. Considérez que ces musulmans-là sont des gens qui sont des noirs, africains, musulmans, opposés à l'arabocentrisme,
au pèlerinage chez ces gens-là, à la socioculture arabe, qui veulent parler, qui sont des Africains, que vous pouvez encourager, financer pour créer une séparation dans la stratosphère politique, économique, dans l'aspect influentiel des Arabes sur l'Afrique. C'est très simple. Séparer, provoquer la scission, acquérir la cible. Séparer les musulmans africains de l'idéologie débile des Arabes est non seulement stratégiquement avantageux, mais idéologiquement afrocentrique. Les deux, comme stratégie de combat, mais aussi comme foi en l'idéologie afrocentrée. Parce que nous leur devons cette chance. Ils sont des enfants de la terre d'ébène. Et s'ils veulent être afrocentrés, et présentent un espace où nous pouvons leur parler, en écoutant ce qu'ils disent de cette réforme qu'ils proposent, pourquoi ne pas les écouter? Et cet extrémisme-là ne vient pas de la raison. Ça ne vient pas de la rationalité. Ça vient de la vendetta temporelle. Une qui se veut de faire payer à tout prix les descendants des coupables du crime de l'esclavage et de la colonisation. C'est la vérité. Ils bénéficient certes des actes ignobles de leurs ancêtres. Ils sont eux-mêmes victimes et des fois coupables de se taire au-devant de ces actes. Mais chez nous, c'est différent. Les nôtres sont des victimes, ce ne sont pas les descendants. Comme les enfants de ces eurocentrés et de ces arabocentrés dans l'Asie. Non, c'est pas la même chose. Les Noirs arabes ne sont pas ça. Cette forme hybride, qui maintenant en 2025 existe en Afrique, demande l'intervention immédiate dans la fin, dans l'érection de nos idéologies, de nos épistémologies. Qu'est-ce que nous pensons? Vous parlez beaucoup des métis, vous parlez beaucoup de la religion, vous parlez beaucoup des Noirs arabes, mais dans le débat sérieux, quand nous regardons les chiffres et que nous regardons les propositions, je pense, à mon humble opinion, la proposition d'une nouvelle génération musulmane afro-islamique qui s'oppose à la politique arabe, à sa puissance et son influence dans le continent africain contre les idéologies afrocentrées qui se veulent noirs génétiquement, socioculturellement, d'ancestralité, de ce lieu géographique appelé l'Afrique, mais qui veulent maintenir une liturgie que eux déclarent loin de l'espace public, dans le privé, et qui est nécessaire à leur âme.